Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Pages du Milieu. Je suis encore accompagné de mes deux compagnons Cyril et FX. Bonjour messieurs. Salut Julien, salut tout le monde. Yo, salut tout le monde. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour parcourir et traverser le chapitre 5 du premier livre, Une conspiration démasquée. Dans ce chapitre, nous suivrons nos hobbits sur leur route pour la nouvelle demeure de Frodon. La semaine dernière, ils étaient poursuivis par des cavaliers noirs et avaient atteint la ferme du père Maggot, qui leur avait offert des champignons en plus d'un bref refuge. Après avoir quitté sa ferme et être arrivé au bac pour Châteaubouc, Merry les avait rejoints et ils étaient sur le point de traverser le fleuve sur lequel nous les avions laissés, sous un ciel noir pétrole. Chapitre 5. Une conspiration démasquée. Les hobbits se hâtèrent. Merry était très intéressé par l'histoire, mais il était d'avis d'attendre d'être à la maison. Ils descendirent le chemin du bac, droit, bien entretenu et bordé de grosses pierres blanchies à la chaux. Le bac était grand et plat, et l'eau de la rivière était sombre. Merry amena le poney à bord via une passerelle et poussa le bac à l'aide d'une longue perche. Le brandivin coulait, lent et large devant eux. Derrière se dressait la colline de Bouc, et sur ses flancs, à travers les brumes éparpillées, luisaient maintes fenêtres rondes, jaunes et rouges. C'étaient les fenêtres de Castelbrandy, la demeure ancestrale des Brandybouc. Alors là, accrochez-vous parce qu'on va faire un petit peu d'histoire. Vas-y, raconte-nous. Professeur FX. Il y a longtemps que Gorendat Vieillebouc, chef de la famille Vieillebouc, l'une des plus anciennes de la Marèche et même du comté, avait traversé le fleuve, lequel était autrefois la frontière naturelle du pays à l'est. Ayant construit et creusé Castelbrandy, il prit le nom de Brandybouc. Sa famille ne cessa de grandir, et elle continua de croître après sa mort, si bien que Castelbrandy s'étendit bientôt à toute la basse colline, dotée de 3 grandes portes d'entrée, de nombreuses entrées secondaires et d'une centaine de fenêtres. Les Brandybouc et tous ceux qui dépendaient d'eux se mirent alors à creuser, et plus tard à bâtir partout alentour. Ainsi naquit le pays de Bouc, une bande de terre densément peuplée entre le fleuve et la vieille forêt, une sorte de colonie fondée par des gens du comté. Son principal village était Furtebouc, juché sur les crêtes et les pentes derrière Castelbrandy. Attends, pour comprendre, donc en gros c'est une famille qui est venue s'installer là, et elle a grandi, et donc ils en ont fait un pays, une sorte de village très grand. Exactement. Donc, C'est comme ça que se forment les pays en général. non mais c'est une famille, une unique famille. Oui, les hobbits ont beaucoup d'enfants. Donc c'est très très consanguin, entre guillemets. Ouais, C'est ça que c'est Bah, ça que je suis en tu train de regardes dire. leur réaction par rapport aux étrangers quand ils en croisent, et ça te donnera un indice. Donc le vieil Gorendat Vieillebouc était le dernier Taïn de la famille Vieillebouc. Je ne sais pas si la famille a... Tu vois, on parlait du Taïn, je sais Ouais. pas comment... et donc, Le chef. il est parti, lui, il a créé sa nouvelle famille, et il est devenu le Taïn, ou le chef en tout cas de cette nouvelle famille-là. Je ne pense pas qu'il y ait des arbres qui divergent avec Taïn d'un côté et Taïn de l'autre. Non. Mais oui, après il le dit ici, c'est toutes les personnes qui dépendaient aussi de la famille, donc il n'y a pas que eux. Ok. Mais de base oui. Donc une c'est la grande famille, et genre leurs serviteurs, etc. Ouais, les ouais. copains. Mais Hmm. et au final, La maintenant, famille. il y a aussi La famille. des La villages. famille en sens. Ouais, sans La famille. famille. Le Voilà. sang. Mais du coup, il y a plein de villages maintenant, notamment Furtebouc, etc. Donc je pense que c'est devenu très multiple. Oui. Mais c'est vrai que ça vient d'une seule famille. Mais donc, quand on pense à Merry et compagnie, ben, c'est et même Frodon par extension. Ils sont cousins et presque frères, et en même temps... En même temps, amant. Mais en tout cas, énorme Peut-être. famille, et ils sont puissants et plein de thunes, quoi, Ok. qu'on se le dise. Les gens de la Marèche étaient en bon terme avec les Bousserons, et l'autorité du maître du Castel, comme on appelait le chef de la famille Brandybouc, était encore reconnue par les fermiers depuis Estoc jusqu'à Rouchamp. Mais la plupart des gens du comté, proprement dit, considéraient les Bousserons comme des excentriques, voire presque comme des étrangers, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas tellement différents des autres hobbits des 4 quartiers. Sauf en une chose, ils aimaient les bateaux, et certains d'entre eux savaient nager. Ah, intéressant. Donc on revient avec 2 choses, les étrangers, encore une fois. Donc t'es Ouais. du village d'à côté, t'es un étranger. Et il y a toujours ce truc de ceux qui savent nager et ceux qui aiment Ouais, les ouais. comme Gollum en tout cas dans son passé. On les aime pas, quoi. Ouais, c'est bizarre pour eux. C'est Ouais. bizarre pour les hobbits des Mélos. Pourtant, les
Les bouseux. Les Non, bouserons. Les Brandybuck sont les premiers à avoir traversé la rivière, et ils traversent même la rivière régulièrement avec le bac, ce qui est un peu paradoxal du coup. Mais ils ne vivent pas de l'eau et grâce à l'eau comme pouvait le faire par exemple la peuplade de Sméagol et d'Éagol. C'est en fait vraiment des gens de la terre, quoi. Mais même quelqu'un qui va utiliser l'eau pour sa subsistance, ça devient étrange. À l'origine, leur pays n'était pas protégé à l'est, mais de ce côté, ils avaient élevé une barrière, la haute haie. Elle avait été plantée bien des générations auparavant, et elle était désormais très grande et touffue, car on n'avait jamais cessé de l'entretenir. Partant du pont du Brandivin, elle décrivait une grande courbe qui s'éloignait du fleuve pour le rejoindre tout en bas à fine haie, où l'os-rondule débouchait de la forêt et se jetait dans le Brandivin, soit plus de 20 000 d'un bout à l'autre. Évidemment, elle n'assurait pas une protection complète. La forêt s'avançait très près de la haie en de nombreux endroits. Les bousserons verrouillaient leurs portes à la nuit tombée, et cela non plus n'était pas habituel dans le comté. Et puis c'est une haie, quoi. Non, là, il parle de la forêt qui vient juste à côté. Oui, d'accord, Donc, mais je dirais, elle ne protège pas complètement. Bah oui, c'est... Une haie pour un hobbit, c'est presque une forêt. Oui, mais c'est ça, Si mais- on regarde la taille. C'est ça que je me demande, en fait, parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte, puisque les hobbits, ils font à peu près 1m20 en général. Tu dis, la haie muraille, qu'est-ce que c'est pour nous, tu vois? C'est le fond de ton jardin, c'est le... Ou c'est un truc de 3 mètres de haut. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les hommes, ils regardent par-dessus, ils voient les petits êtres qui... Ouais, ça va? Non mais c'est mignon. Le bac arrivait près de la rive. Sam était le seul à n'avoir jamais fait la traversée. Il regardait vers l'arrière avec une certaine mélancolie. Il souhaita un court instant que Frodon soit resté tranquillement à cul-de-sac. Ils débarquèrent enfin. Merry amarra le bac tandis que Pipin conduisait le poney sur le chemin. Sam, lui, dont le regard était resté tourné vers son passé, observait la berge opposée. De l'autre côté, monsieur Frodon, vous voyez quelque chose? Ils distinguèrent une forme. On eût dit un baluchon noir laissé là-bas dans la pénombre. Mais tandis qu'ils regardaient, la forme sembla bouger et se porter à droite et à gauche comme pour examiner le sol. Puis, elle s'enfuit en rampant, ou encore accroupe-t-on dans l'obscurité au-delà des lampes. « Qu'est-ce que c'est que ça par le comté » s'écria Merry. « Quelque chose qui nous suit, dit Frodon. Ne pose plus de questions. Partons immédiatement d'ici. Cavalier noir. Ou Voldemort. Tu dis ça, mais moi en fait, quand je lis ces passages-là et comment on décrit le ou les cavaliers, parfois comment ils ont l'air d'avoir cette forme presque spectrale. Moi je pense à Voldemort dans les films, dans les premiers, tu vois, quand il était beaucoup plus fantomatique, dans la forêt interdite, ouais, quand il était beaucoup plus fantomatique. Ouais, c'est vrai. Je les imagine vraiment juste un capuchon noir tout léger qui vole, qui vient frôler le sol. Ben là, pour C'est le coup, assez effrayant, si comme on image. relit, pour moi, c'est clairement Gollum, en fait. C'est Avec un clairement, baluchon en fait, on eût dit un baluchon noir laissé là-bas dans la pénombre, mais tandis qu'il regardait, la forme sembla bouger et se porter de droite à gauche comme pour examiner le sol. Et puis il s'en va croupe-t-on. Donc pour moi, c'est clairement Ah mais oui. une forme dans la ça, c'est- pénombre. Ah mais oui, Ça, bien c'est sûr. intéressant, ça. Moi, Ouais. quand je l'avais lu, j'avais pas compris ça. Mais oui, attends. c'est Gollum de fils. Tu crois que c'est... Bah, Il, waouh. il attendait Attends, là, certainement là- à l'orée de la Attends, là, je cordée. suis Comme- mind blown. Ouais, Attends, vraiment? Ah oui, mais c'est hyper possible. Mais bah, jamais... ça fait totalement sens. Ouais. Oui, je pense qu'il porte à confusion, c'est l'allusion à un baluchon noir laissé là-bas dans la pénombre. Non, mais- et puis il parle des Cavaliers Noirs depuis 2 chapitres. Donc Oui, tu te donc dis- maintenant c'est bon, on sait que la menace est là, on a compris. Et puis en fait, non, ce serait Gollum. Moi, j'ai dû le relire aussi plusieurs fois et j'ai fait, mais en fait, Incroyable. c'est pas du tout un cavalier Mais noir. ça fait d'autant plus sens que dans ce chapitre-ci, on te parle de toute de la naissance des peuplades qui ont autour du fleuve. Donc c'est logique d'arriver sur Mais c'est Gollum. incroyable. C'est presque du teasing. Ouais. C'est génial. Donc mais ça voudrait dire qu'il s'est... Mais non, c'est pas possible. Bah attends, c'est pas possible. Mais pourquoi? Il les suit depuis super je longtemps, comprends hein, pas. Gollum. Mais non, non, parce Il que... sait que Saquet, l'anneau est en comté Oui, chez mais Bilbon il est, Saquet. il est emprisonné par les elfes. Mais pas Gollum, encore à ce moment-là. Si, parce que Gandalf lui a dit qu'il était emprisonné par les elfes la dernière fois qu'il a vu Gandalf. Oui, mais Après, ça Gandalf, fait il l'a quelques mois. pas vu depuis des mois, hein, là. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il s'est échappé depuis? Bah, certainement. Ou alors, c'est vrai que c'est le baluchon noir fait. Mais allez, c'est quand même. La forme sembla bouger et se porter de droite à gauche comme pour examiner le sol, puis elle s'enfuit en rampant, ou encore Ouais. un croupe-ton. Mais Ouais. non, C'est ça pas c'est un du cavalier Gollum. Mais noir, oui, c'est hein. du Non, Gollum. c'est vrai. Il y aurait le cheval à côté. Bah oui. Ouais. Non, moi je pense vraiment qu'il a dû s'échapper, alors c'est vrai. Bah, il faudrait. Je sais plus quand il s'échappe en fait. Il faudrait vérifier cette info. Je ferai un petit passage Wikipédia pendant vos parties et Ouais, c'est on y ça. reviendra. On y reviendra à la fin. Mais oui, j'essaierai de trouver un peu les dates pour voir si c'est plausible, mais moi, enfin voilà. En tout cas, ce serait incroyable. Ça veut dire que Gollum les suit en fait depuis presque le début de leur aventure. Ouais. Ça c'est ouf. Encore une chance que vous ne gardiez pas d'embarcation du côté ouest, dit Frodon. Les chevaux peuvent-ils traverser le fleuve? Alors oui, c'est vrai que ça c'est la question d'après.
Il fait une allusion aux chevaux, ce qui pourrait porter à confusion par rapport à cette histoire de Parce Gollum. que lui, il pense que Mais c'est un lui cavalier pense- noir. Il n'a aucune idée que Gollum puisse déjà être. Pour moi, la derrière eux. théorie tient toujours, mais bon, on refait une allusion aux chevaux juste après. N'en déplaise à Cyril. Non, mais je trouve ça incroyable. Mais Ils peuvent prendre le pont du Brandivin à 10 000 au nord, et ils peuvent toujours nager, répondit Merry. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un cheval ait passé le Brandivin à la nage. Sur ce, et sans tergiverser, Merry partit devant, prévenir Grolar Bolger de leur arrivée. Non, comment? Grolar Bolger. Oui, C'est vraiment comme ça qu'il l'appelle? c'est dans ma traduction, c'est ça. Ah, Grolar Bolger. Attends, c'est Chez moi, il l'appelle le gros Bolger, le gros Bolger. c'est génial. Mais le gros là, allez, encore mieux. Ouais, moi, ça m'a bien fait rire dans le truc, surtout que plus loin, je dis juste « il va aider Grolar ». On disait que Sam, ça faisait pas salaud. beaucoup respecter, mais alors lui, encore moins. Il n'oublia pas de prendre le panier de champignons pour préparer un nouveau repas. Ils passèrent la colline de Bouc, Castelbrandi sur leur gauche, les abords de Furtebouc et virent enfin un chemin sur leur droite. Marchèrent quelque peu, et à nouveau un chemin, au sein d'un portail étroit dans une épaisse haie. Derrière, Creux-le-Cric, une maison au centre d'un cercle de gazon qui restait invisible dans l'obscurité. Frodon l'avait choisie pour cette raison, et le fait qu'elle soit reculée et sans voisin. Il pourra y entrer et sortir sans être repéré. Elle avait été construite pour accommoder les invités des Brandybouc ou les membres de la famille voulant se reculer quelque peu loin de l'agitation de Castelbrandi. Elle était à l'ancienne, un seul étage, un toit de gazon et une porte ronde en guise d'entrée. Aucune lumière ne se voyait de l'extérieur, les volets étaient fermés. Bolger ouvrit la porte et une lumière accueillante se répandit sur le seuil. Ils se glissèrent vivement à l'intérieur et s'y enfermèrent avec la lumière. Ils étaient alors dans un large vestibule avec un corridor qui traversait la maison. « Eh bien, qu'en penses-tu » demanda Merry en remontant le couloir. « Nous avons fait de notre mieux en si peu de temps pour que tu aies l'impression d'être chez toi. Après tout, Grolar et moi sommes seulement arrivés hier avec la dernière charrette. Grolar et moi. Ouais, c'est comme ça que tu t'appelais Julien maintenant. Tu seras mon Grolar. » Frodon avait en effet le sentiment d'être chez lui, ses objets placés autant que possible comme il l'était à cul-de-sac. C'était un endroit agréable, confortable et accueillant, et il se prit à souhaiter qu'il venait vraiment s'y installer pour couler des jours tranquilles. « C'est charmant, » dit-il avec effort. « J'ai à peine l'impression d'avoir déménagé. N'empêche, classe quand même, les potes de Frodon. Moi j'aimerais bien avoir des potes comme ça, les gars. Ouais. Ils déménagent plusieurs chariots, ils remettent les choses Ils au font même tout. endroit, enfin Oui. autant que Alors qu'ils possible. se font même pas respecter leur prénom. Tu déménages et en fait tes potes ils font tout, ils t'attendent chez toi avec tout mis à sa place. T'es là. Mais c'est quoi du coup le nom de Grolar Bolger dans votre version? Non, il l'appelle le gros Bolger aussi. à des Oui, moments. c'est c'est le ça. gros Bolger, il y a juste pas le lard. Ouais, c'est déjà... Ouais. Mais c'est marrant. C'est vrai que Grolar, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Mais même pas méchant, moi, je pense, dans l'univers, c'est pas... Non, Non, c'est mais ils se vannent affectueux. tout le temps sur leur point. C'est Bah pas oui. la première fois. Hein. Sur leur taille aussi. Hein. Quitter si vite cet endroit, après que ses amis se soient donné toute cette peine, lui semblait injuste. Et il se demanda comment leur annoncer la chose. En tout cas, c'est ce soir qu'il devra le faire. Mais avant cela, Merry les amena au bout du couloir et ouvrit une porte. Ils entrevirent la lueur d'un feu, ainsi qu'une bouffée de vapeur. « Un bain !» s'écria Pipin. « Oh, Mériadoc béni ! Dans quel ordre irons-nous? L'aîné en premier ou le plus rapide? Tu seras de toute façon le dernier, mon pauvre Pérégrine. » « Fiez-vous à moi pour arranger mieux les choses, dit Merry. On ne commence pas la vie à Creux-le-Cric en se querellant pour des histoires de bain. Dans cette pièce, il y a 3 cuves et une marmite pleine d'eau bouillante. Il y a également des serviettes, des tapis et du savon. Entrez et faites vite. » Sur ce, il partit en cuisine rejoindre Grolar, terminer le souper, alors que des chansons sortaient de ces 3 chaudrons, mêlés d'éclaboussements et de clapotis. La voix de Pipin s'éleva soudain au-dessus des autres et entonna l'une des chansons de bain préférées de Bilbon. Après quoi, il y eut un formidable éclaboussement et un grand holà de Frodon. Il semblait qu'une bonne partie du bain de Pipin avait imité une fontaine et monté vers le ciel. Enfin, Merry parla à la porte. « Que diriez-vous d'un souper et d'un peu de bière dans le gosier ?» Ah, il en fallait pas plus pour les faire sortir de la salle de bain. Hmm. Ces petits hobbits, le cul à l'air, en train de s'envoyer de l'eau dessus. Tu vois, quand Ouh, on disait tu vas qu'ils étaient glisser. entre cousins. Mais par contre, Ils moi, sont adorables. j'adore, moi c'est exactement le souvenir que j'avais de ce passage. C'est ce truc où donc ils sont censés être poursuivis par des cavaliers et ils sont dans cette maison
techniquement invisibles, Mhm. où on explique que cette lumière chaleureuse, ils s'enferment avec cette lumière Mhm. chaleureuse, ils vont dans des bains, ils se marrent, ils bouffent, ils picolent de la bière avec leurs potes. Moi, j'avais un souvenir mais chaleureux de ce passage, Incroyable. et c'est exactement ça que je redécouvre. J'ai vraiment la même envie d'aller, sensation aussi. T'as l'impression qu'il fait tout chaud à l'intérieur et que c'est Tout vraiment. humide. Tu rentres dedans, ça sent la bouffe et directement t'as trop chaud quand tu Ouais, rentres. ouais. Tu dois te dessaper tellement il fait bon. Si on pouvait aller se mettre là, nous, avec genre une PlayStation et des bières ou quoi, on se retrouverait un peu dans la cave de chez Tom. Tu vois, cet endroit où on peut mater des films. Enfin, moi, je trouve ça L'idée de nos hyper premiers agréable, marathons. quoi. Ouais. Ils soupèrent dans la cuisine, près du feu. Avant de se les faire tous dérober, Frodon distribua religieusement les champignons que lui avait offerts Madame Maggotte. Les champignons étaient une denrée sujette à toutes les convoitises chez les hobbits, ce qui explique en partie les longues expéditions du jeune Frodon et, je cite, la colère d'un Maggotte lésé. Maintenant qu'ils avaient tous mangé à en être repus, même le gros Bolger, ils pouvaient parler. Pipin raconta tout leur périple depuis le départ de Hobbitbourg, sans omettre les cavaliers noirs, et la crainte de Maggotte face à ces étrangers qui, d'après lui, devaient en avoir après le trésor de Bilbon. Frodon confirma l'hypothèse, et précisa qu'il s'agissait d'une affaire très sérieuse. Le silence pesait sur la pièce, et Frodon regardait avec gravité ses amis avant de poursuivre. « Ça va sortir dans 1 minute, murmura Pipin à Merry. « Eh bien, dit enfin Frodon, se redressant sur sa chaise comme s'il venait de prendre une décision. Je ne puis le tenir plus longtemps secret. J'ai quelque chose à vous dire à tous, mais je ne sais pas trop par où commencer. » Frodon n'eut même pas le temps d'esquisser le début d'une explication que Merry le devança. Depuis des mois, ils avaient passé du temps en sa compagnie, l'avaient vu préparer son départ de cul-de-sac, entendu murmurer sa crainte de ne jamais revoir la comté, fin d'être arrivé au bout de son argent, comploter avec Gandalf. Et à présent, il était censé leur révéler ce secret. Il les quittait tous, pour de bon, et il irait continuer la route, seul. Bien que ce départ définitif et son objet soient encore inconnus à Hobbitbourg, il ne faudrait pas longtemps pour que l'affaire s'ébruite, mais pour l'instant, ils avaient encore du temps devant eux. Pour le moment, dit Merry, cela n'est connu, je crois, que de nous autres conspirateurs. Et il faut te rappeler, après tout, que nous te connaissons bien et que nous sommes souvent avec toi. Nous pouvons en général deviner tes pensées. Je connaissais Bilbon aussi. Nous nous sommes beaucoup inquiétés. Nous étions terrifiés à l'idée que tu pourrais nous fausser compagnie et partir brusquement, tout seul, comme lui. Frodon, pris sur le fait, leur avoue ses intentions et demande leur aide. Qu'ils le laissent partir sans faire d'histoire. Toute cette affaire est trop dangereuse pour qu'ils y soient mêlés. Il ne s'agit pas d'une aventure comme celle de Bilbon, mais bien d'une quête où la mort les attend à chaque tournant. Ses amis refusent. Ils l'aideront dans son expédition et le protégeront, quoi qu'il en soit, lui et son anneau. « L'anneau » s'excria Frodon, complètement abasourdi à présent. « Oui, l'anneau, dit Merry. Mon cher vieux hobbit, tu ne tiens pas compte de la curiosité de tes amis. Il y a des années que je connais l'existence de l'anneau, dès avant le départ de Bilbon. Si tu veux savoir comment j'ai découvert la chose, je vais te le dire. Un jour, 1 an avant la réception, je me promenais par hasard sur la route, quand je vis devant moi Bilbon, et tout à coup apparurent au loin les saquets de besace qui s'avançaient vers nous. Bilbon ralentit le pas, et puis, paf, il disparut. J'étais tellement saisi que j'eus à peine la présence d'esprit de me cacher d'une façon plus courante. Je me glissai tout de même à travers la haie et marchai derrière, le long du champ. Je jetai un regard furtif sur la route après le passage des saquets de besace, et je regardai droit du côté de Bilbon quand il réapparut soudain. J'entrevis un éclair d'or, tandis qu'il remettait quelque chose dans la poche de son pantalon. Merry en savait donc plus que ce qu'il prétendait sur l'anneau, et en fin espion qu'il était, il avait même réussi à feuilleter le fameux livre rouge de Bilbon. Discret et habile, comme peu de hobbits. Et ça, c'est encore une fois, c'est une constante, mais vraiment, les personnages en savent tellement plus que ce qu'on révèle aussi dans les films. Ils savent complètement tout, quoi. Le fait que même Merry est au courant de l'anneau. C'est ça que je te C'est disais son la semaine pouvoir. passée, que les hobbits en savaient pas Ouais. plus effectivement sur cette menace de cavaliers noirs, et peut-être Merry et Pipin ne sont pas au courant du lien entre l'anneau et le Mordor et Sauron, mais en tout cas ils savent clairement qu'il y a un anneau magique en En question, jeu, quoi. Ouais. et que c'est pas anodin toute cette histoire. Non. Mais il s'avère que le plus habile de tous les hobbits dans cette conspiration était en fait Sam. Depuis le début de cette affaire d'anneau devant quitter la comté et toutes les manigances de Frodon, c'était Sam qui récoltait toutes les informations et tenait informer Merry et Pipin de ce qui se tramait, afin de l'aider au mieux, prendre conscience de l'aventure dans laquelle il s'embarquait, et surtout d'être prêt le moment venu. Frodon, surpris et irrité d'avoir été devancé, refusa leur aide, arguant à nouveau qu'il ne voulait pas les laisser prendre le moindre risque. Merry lui répondit, en substance, « Tu peux nous faire confiance pour rester à tes côtés jusqu'au bout.
Mais tu ne peux pas nous faire confiance pour te laisser affronter le danger seul. Nous venons avec toi, que tu le veuilles ou non. Nous avons peur, mais nous viendrons avec toi. » C'est avec joie et rire que Frodon finit par accepter l'aide de ses amis. Et il n'en fallait pas plus à Merry et Pipin pour entamer une petite chanson préparée pour l'occasion. Disons adieu au coin du feu. Par bon vent ou par temps pluvieux, avant l'aurore, nous partirons par les bois noirs et les monts bleus. Tous à cheval, vers Fandaval, dessous les cimes colossales. Nous partirons et trouverons notre chemin tant bien que mal. Nous attend devant l'ennemi. Sous le ciel sera notre lit. Jusqu'au bout de notre mission, notre grand voyage accompli. Il faut partir, alors partons. Avant l'aurore, nous chevauchons. Bravo, dit Frodon. Mais dans ce cas, il y a des choses à faire avant d'aller au lit. Sous un toit, pour cette nuit en tout cas. C'était de la poésie, s'exclame Pipin. Tu veux vraiment partir avant le point du jour ? Frodon explique qu'il redoute les cavaliers noirs et qu'il est imprudent de rester trop longtemps au même endroit, surtout un endroit où il était prévu qu'il se rende. Gildor aussi lui a conseillé de se presser. Malgré tout, Frodon rajoute qu'il aimerait beaucoup voir Gandalf, et que, tout comme Gildor le paraissait aussi, il est vraiment inquiet de son absence. Combien de temps faudra-t-il aux cavaliers avant d'arriver à Châteaubouc ? Se demande alors Frodon. Et quand seront-ils eux-mêmes prêts à partir ? Merry répond aussitôt à la deuxième question. Pour ce qui est du départ, il pourrait être prêt en 1 heure. Il a déjà pratiquement tout préparé. Il y a 6 poneys dans une écurie de l'autre côté des champs, les provisions et ustensiles sont tous emballés, et il ne manque que quelques vêtements de rechange et des denrées périssables. Mais, se demande Frodon, est-il prudent de rester une journée de plus au même endroit ? Les cavaliers ne risquent-ils pas d'arriver ? Tout dépend de ce que tu penses que les cavaliers feraient s'ils te trouvaient ici, dit alors Merry. Il explique que théoriquement, ils pourraient déjà être là s'ils n'étaient pas arrêtés à la porte nord où la haie descend jusqu'à la rive. Les gardes ne les laisseraient pas passer de nuit, encore qu'ils puissent passer de force. Et même de jour, les gardes les empêcheraient de passer d'ailleurs. Enfin, c'est ce que Merry pense. Mais il rajoute que malheureusement, le pays de Bouc ne résisterait pas longtemps à une attaque déterminée. Il est fort possible que le matin, on ne soupçonne pas un cavalier noir qui demanderait à voir Monsieur Saquet, puisqu'il est généralement connu que Frodon s'est installé à Creux de Cric. Frodon reste alors longuement silencieux. Et d'un coup, il s'exprime. « J'ai pris ma décision. Je partirai demain à l'aube. » Il explique qu'il ne prendra pas la route. Ce serait trop imprudent. Et en passant par la porte nord, tout le monde serait au courant de son départ. Et il a tout intérêt à faire croire qu'il est encore présent en Creux de Cric pour un moment. Qui plus est, la route risque d'être surveillée. Ils ne savent pas combien de cavaliers il y a, mais ils sont au moins 2, peut-être plus. La seule chose à faire est de partir dans une direction imprévue. « Ça ne pourrait être que par la vieille forêt !» s'exclame alors Frédégar Bolger, horrifié. « Tu n'y songes pas ? C'est tout aussi dangereux que les cavaliers noirs !» Merry contredit alors Frédégar, et puis Frodon a raison. Avec un peu de chance, il pourrait prendre une avance considérable en passant par la forêt. Frédégar objecte. La forêt, c'est du suicide. Personne ne sort de cet endroit. Merry s'oppose encore à lui. Et oui, les Brandebouc se baladent dans la vieille forêt à l'occasion. Ils y possèdent d'ailleurs une entrée privée. Frodon y est même déjà allé, et Merry lui-même plusieurs fois. Mais de jour, bien sûr, quand les arbres sont somnolents et assez tranquilles. Encore une fois, cette évocation des arbres vivants, n'est-ce pas ? Ouais, on voit où on se dirige là, vers un chapitre prochain, avec des êtres peut-être mystérieux, étranges, merveilleux, et absents des surprenants. adaptations filmiques, Voilà. aux grandes dames de certains. Frédégar abdique alors. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Lui n'ira pas dans cette forêt. Il a bien plus peur de cet endroit que des cavaliers noirs. Et puis, il faut bien que quelqu'un reste en arrière pour prévenir Gandalf, car son arrivée ne saurait devoir tarder. En dépit de toute son affection pour Frodon, Frédégar Bolger n'avait aucune envie de quitter la comté, ni de voir ce qui se trouvait au dehors. Sa tâche, d'après leur premier plan, était qu'il reste en arrière et satisfasse les curieux pour maintenir aussi longtemps l'idée que Frodon vivait bien à Creux de Cric. Ça, je l'avais déjà dit dans un épisode précédent. C'était de toute façon le destin de Frédégar. Mais... Après, comme je le rappelle, ce que j'avais dit aussi dans un épisode précédent, c'est que plus tard, il se rebellera contre l'Othon Saquet de Bezas qui fera sa loi en comté. Et il sera même emprisonné. Donc, il va quand même finalement avoir son rôle à jouer dans cette histoire, malgré son peu de courage à ce moment-là de l'histoire. « Excellent !» dit Frodon.
Le plan le ravissait. Il n'aurait pu laisser de message écrit à Gandalf de peur que les cavaliers ne puissent le lire, bien qu'il ne savait pas si ces derniers en étaient capables. Mais que Frédégar reste en arrière lui permettait d'être sûr qu'il soit tenu au courant du déroulement du voyage. Il conclut alors la discussion en affirmant qu'il partirait par la forêt dès l'aube. Pipin, lui, était heureux de partir. Il trouvait son rôle beaucoup plus rassurant que celui de Frédégar, attendant l'arrivée des cavaliers. « Ouais, attendez d'être au beau milieu de la forêt, dit alors Frédégar. Vous souhaiterez être revenu ici avec moi avant la même heure demain. Inutile de discuter davantage, dit Merry. Il faut encore ranger les dernières affaires avant d'aller se coucher. Je vous appellerai tous avant le point du jour. » Quand il fut enfin couché, Frodon eut de la peine à s'endormir. Il avait mal aux jambes. Il était heureux de partir à dos de poney le lendemain. Il finit par tomber dans un vague rêve, dans lequel il lui semblait regarder par une haute fenêtre une sombre mer d'arbres entrelacés. D'en bas, parmi les racines, montait le bruissement de créatures rampantes et flairantes. Il avait la certitude qu'elle le sentirait tôt ou tard. Puis, il entendit un bruit dans le lointain. Il crut tout d'abord que c'était un grand vent qui passait dans les feuilles de la forêt. Puis il sut que ce n'étaient pas les feuilles, mais le bruit de la mer, lointaine, bruit qu'il n'avait jamais entendu dans sa vie éveillée, mais qui avait souvent troublé ses rêves. Soudain, il s'aperçut qu'il était dehors, en plein air. Il n'y avait pas d'arbre, après tout. Il se trouvait sur une sombre bruyère, et il y avait dans l'air une étrange odeur de sel. Levant le regard, il vit devant lui une haute tour blanche, dressée seule sur une crête élevée. Un grand désir le prit de grimper dans la tour et de voir la mer. Il commença à gravir péniblement la crête en direction de la tour, mais soudain, une lumière illumina le ciel, et le tonnerre retentit. En fait, là, il est en train de rêver de Valinor ou des Havres Gris. C'est ce que je me suis demandé. Cette histoire de tour blanche, ça c'est lié à Valinor, non? C'est ce que je me suis demandé. Je me demande de quoi il rêve. Est-ce que c'est Valinor parce que finalement son destin sera de traverser la mer et de Oui. s'y rendre? D'autant plus que le fait de sentir, enfin, tu vois, la mer qui est la plus proche de chez eux, de la comté, c'est de là où partent les elfes pour les terres immortelles. Donc moi, ça me paraît sensé. Oui, et ce serait assez intéressant d'avoir ça dès le début dans cette idée de... Ouais. En fait, il a déjà la vision de son avenir, donc c'est, encore une fois, on en revient à cette idée de déterminisme dans l'œuvre de Tolkien, mais donc ça voudrait dire que tout est déjà calculé, en fait, et que même lui a un accès à son avenir futur. À partir du moment, oui, c'est ça, où il a l'anneau, en fait, Tout est déterminé. voilà. On se le demande. Il doit réussir et il doit après finir ses jours éternels sur les terres immortelles. Mais c'est vrai que je vois ici que c'est intéressant, c'est que donc il rêve de la mer, celle-ci qu'il n'avait jamais vue. Mhm. Ouais, non? Donc il y a clairement un côté de quelque chose qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Une En mer fait, au-delà. il entend la mer dans Ouais. son rêve, tout. Donc ouais, il y a clairement un truc. Et il dit que c'est pas la première fois. Il dit Ouais. que ça a souvent habité ses rêves, donc c'est comme si il était Qui a destiné à souvent ça depuis troublé ses longtemps, rêves. quoi. Ouais. Il était appelé à une destinée spéciale depuis toujours. Mhm. Enfin, du fleuve sur lequel il passe, de ces peuplades qui entourent le fleuve, peut-être une référence à Gollum qui était issu d'un peuple vivant sur l'eau également. sait Qui sait. Je pense aussi du coup, à ce rêve de Frodon qui entend et voit la mer, c'était pas la première fois. Mm. Je pense aux parents tristement décédés parents de Frodon qui sont morts qui sont morts noyés aussi. Donc je sais pas, j'ai pas de réflexion tout établie par rapport à ça, mais tu vois, je trouve qu'il y a un lien peut-être à voir dans le futur. Est-ce que c'est le fait d'être noyé ou c'est plus vraiment un lien à l'eau, à la mer, au départ, à la mort? Voilà, je me pose la question. Je réfléchis à haute voix. C'est vrai qu'il y a Ouais. une relation bizarre entre l'eau et les hobbits, quoi. Enfin, en tout cas, Mhm. entre tout ce qui est rivière, mer Et qui peut être autant positive que négative, hein, dans Ouais. l'absolu. Ouais, c'est curieux. Bah, pour revenir sur cette fameuse allusion à Gollum, voilà, je On n'ai se pas demandait du coup si la créature ou l'ombre qu'il voyait se déplacer en quittant la rive, c'était Gollum ou si c'était potentiellement Gollum, le cavalier noir. Mais du coup, je n'ai pas de réponse claire à ça, mais ce que je trouve ici, c'est que donc, en août de 3018, donc Ouais. un petit peu avant les événements que nous avons ici, on 2018 perd tout en âge de la comté. En âge de Terre du Milieu, évidemment. en Oui. âge de la Terre du Milieu, oui. Je crois que c'est le calendrier du Gondor qu'on utilise Ok. Mhm. régulièrement, ou du moins elfique, je ne sais pas exactement. En tout cas, pas le calendrier de la comté. Et donc, on perd toute trace de Gollum.
C'est plusieurs mois avant leur départ de Hobbitbourg, c'est ça? C'est exactement, c'est un mois avant qu'il soit vraiment là où il est. Ouais, Non, bah et par c'est contre, certainement lui alors. Ce qu'on dit, c'est que à partir, donc attendez, donc les elfes sylvains l'ont chassé, enfin l'ont recherché, pardon, Mhm. et il prend refuge dans la Moria. Et quand il trouve enfin le chemin de la porte de Durin, ben, en fait, il ne peut pas sortir parce que la porte est fermée. Donc il est en août bloqué par la porte de Durin à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres de la comté. Mais bon, ça c'est un mois avant. Et j'ai envie de reprendre le passage que j'ai plus exactement sous les yeux là. Mais pourquoi alors Sam pose la question qu'est-ce que vous voyez là-bas, qu'est-ce que c'est, plutôt que de dire regardez un cavalier noir, quoi. Oui, Donc, parce que après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont apercevoir Gollum dans la Moria. et c'est censé être la première fois. Mais je ne trouve Ouais. pas de trace, là en tout cas dans le résumé du troisième âge, etc. Il y aurait bien quelqu'un qui aurait dit, mais on le voit à Furtebuk, enfin sur la rivière du Peut-être que tu es le Brandivin. premier à te poser cette question. Je pense pas que je suis le premier, mais en tout cas, je trouve que la façon dont c'est écrit, ça porte vraiment. Et Ça doit pas peut-être- être anodin. Est-ce que Gollum a trouvé une autre façon de sortir de la Bah, Moria peut-être qu'il est revenu sur ses pas et il a fait demi-tour. En même temps, Gollum, il a vécu dans des cavernes, des grottes et des montagnes pendant des centaines d'années. Ce serait Ouais. pas impossible qu'il ait trouvé une autre sortie ou qu'il ait juste fait demi-tour et qu'il soit arrivé. Moi, ça me paraît vraiment crédible parce que sinon, ça voudrait dire qu'il serait, entre guillemets, à attendre, bloqué en Moria pendant encore un bon mois ou deux, le temps que la communauté passe par là et qu'il tombe sur eux par hasard. Non, Ça me non, paraît c'est pas, bizarre, ça me ouais. paraît pas Ouais, crédible. Il ouais, est revenu ouais. vers la comté parce que tout ce qui lui restait après avoir été euh, gardé prisonnier chez les elfes, c'était le nom de Saquet Et qu'il l'idée qu'il que- avait donné aux ennemis, enfin qu'il avait Du donné Mordor. au Mordor, Et l'idée qu'il avait l'anneau. et l'idée que ce Saquet avait l'anneau. Donc Et pour que- moi, il veut aller le récupérer avant Sauron et compagnie. Et Gandalf dit lui-même qu'il est persuadé que Gollum a essayé de retrouver le comté, mais c'est juste qu'il n'a pas eu le temps, qu'il n'a Oui. pas réussi. Mais c'est ce que lui Il pense. a été freiné dans son parcours, c'est tout. Et donc voilà, Ouais. peut-être qu'il est là. Tout porte à croire qu'il était bloqué dans la Moria. Mhm. En tout cas, c'est vrai qu'à un mois de temps des événements qu'on vient de parcourir, il est bloqué à la Moria, pas très loin. Enfin, je veux dire, oui, la possibilité est là. Et voilà. Moi, j'aimerais bien le croire que ce soit lui, en tout cas. trouve ça Je plus C'est relis. sympa, amusant. ouais. J'ai envie de relire. Hein. Il distinguait une forme. On eût dit un baluchon noir laissé là-bas dans la pénombre. Donc ça fait quand même plus référence à un Ouais. cavalier noir. Que voilà. Mhm. Mais tandis qu'il regardait, la forme sembla bouger et se porter à droite et à gauche, comme pour examiner le sol. Puis elle s'enfuit en rampant ou encore à croupeton. Dans l'obscur. Croupeton, c'est exactement comme lui Accroupi, Marie. oui, c'est c'est clair. lui. Et en fait, mais aussi un baluchon noir. Un baluchon, c'est petit. Enfin, moi, quand j'imagine un baluchon, c'est un petit sac, quoi. Comme la taille d'une petite tête de Hobbit, quoi. Oui, Ouais. et d'ailleurs, on imagine Gollum comme Si, en fait, tressé si c'était un d'un cavalier, il pagne. aurait vu une silhouette humanoïde. Ouais. Et on l'aurait, parce que ils sont dit un peu comme tu dis, les espèces de, tu sais, de oui, enfin, Ouais. tu vois, qui volent, enfin, qui sont un petit peu moins Spectral, concrets, plus spectral que ouais. ce qu'on le dit, mais au point de ramper par terre, non. Quoi. Enfin, j'ai pas cette Non, non, impression. Et ce coup de se balancer à gauche et à droite, tu vois, comme quand t'es accroupi et tu te mets d'un côté et Non. puis de l'autre. Et puis, ils les ont vus déjà plusieurs fois, donc ça aurait fait-il direct. Là, Et je c'est- pense qu'ils on auraient aurait le même- bruit des sabots également. Là, on Ouais. les a pas. parce Ah, qu'ils ou vont- le- Oui. ils ne vont pas dire à Mary que c'est un cavalier juste pour garder le suspense de pouvoir lui Non. expliquer 10 minutes Non, plus non. tard à la maison. En fait, c'était un cavalier noir. Ils auraient dit merde, un cavalier, on court et c'est la merde. Quoi. Ouais. Et autre chose, on part du principe que Gollum est habillé comme dans les films, dans les Gépagnes, mais je pense que dans les livres, il est possible qu'il ait un peu plus de vêtements. Je pense. Oui, ou qu'il ait une petite besace ou même un baluchon, Ouais. qui sait. Une petite capuche. Je sais pas comment il est décrit quand il le découvre la première fois. Bah, J'ai ouais, pas faudra souvenir. voir. Je crois qu'il a des lambeaux de Ouais, vêtements, qu'il on est peut peut-être attendre un encore, tout hein. petit peu plus habillé que Gollum dans Ouais. le film. Ça, Légèrement. Ce qui En pourrait tout cas, expliquer le... Dans La la réponse, version ce sera dans le deuxième livre. Dans la version de Jackson, bon, il a condensé tous ces événements et le moment où il traverse ce fleuve, c'est effectivement un cavalier qui les poursuit. Mhm. Jackson, du coup, a pris le parti pris que c'est un cavalier, ou en tout cas, il a simplifié et en fait faire en sorte que ce soit un cavalier. Mais ici, c'est vrai que ça porte. Et j'avais jamais eu cette réflexion, et effectivement, c'est tout à fait intéressant. Ouais. Écoutez, si certains de nos auditeurs ont un avis là-dessus, hein, et pensent une chose ou une autre, et qu'ils ont des indices en plus à nous donner, on les prend. N'hésitez pas à nous Clairement, envoyer un ouais. message, un email, quelque chose comme ça, Instagram, Facebook, peu importe. Mais c'est une question que j'aimerais peut-être résoudre. Ça peut être chouette. Ouais, moi ça m'intéresserait vraiment aussi d'avoir des avis et d'en débattre un peu. Après, personne n'a relevé la chose et j'ai du mal à croire qu'on serait les premiers à relever. On va rechercher un peu sur le net, il y aura peut-être un ou deux trucs, mais
qu'on soit les premiers ou parmi les premiers à relever un truc Ça va aussi faire gros, exploser le podcast Ah, mon comme Dieu. des précurseurs quoi. d'aller Les premiers à avoir découvert la Déjà qu'on fait présence on fait plein d'erreurs. Enfin. Et bien voilà. Merci à tous pour cet épisode qui se finit. En tout cas, ce chapitre se finit maintenant. Encore une fois, un chapitre pas très long, parce que on est encore une fois dans les transitions qui vont mener au voyage. Mais j'espère que vous avez encore une fois passé un bon moment et que vous aimez toujours cette aventure. La prochaine fois, eh bien, nos compères vont enfin prendre le réel départ vers Foncombe. Ça ne fait que la troisième fois qu'on le dit. Oui, c'est non, mais cette fois-ci vers Foncombe pour une bonne fois pour toutes. Et ils vont passer par une forêt qui recèle de mystères, pour le moins mystérieux. Donc j'espère que vous avez hâte parce que nous, on l'a. N'hésitez toujours pas, comme je le disais juste avant, de nous envoyer des mails par rapport à la théorie sur Gollum ou autre chose. On s'en fera un plaisir d'en discuter. Si vous avez des suggestions, des choses qu'on pourrait faire dans le podcast, on est preneur. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à réagir parce que nous, ça nous donne une motivation supplémentaire. la patate. Exactement. Potatoes. Et puis voilà, vous avez un petit mot pour la fin Alors oui, moi j'ai un petit mot pour la fin. J'aime bien toujours terminer sur une citation pleine d'espoir, d'optimisme et d'amour de nos hobbits. Et là, ce sera Merry que je vais reciter à nouveau, qui disait à Frodon, pour lui répondre qu'ils allaient les accompagner. Donc je vais prendre une citation de Merry que j'ai déjà citée, pour répondre à Frodon que lui et ses amis allaient l'accompagner coûte que coûte. Nous venons avec toi que tu le veuilles ou non, nous avons peur, mais nous viendrons avec toi.